Nous sommes mi-mars quand les pays européens confinent un à un leur population. Toutes les activités non essentielles sont à l'arrêt. La récession s'annonce historique. Alors, des mesures sans précédent sont décidées pour soutenir nos économies. C'est la controverse de Franck Berthaud. Tous les États sont formels. Pour survivre à la catastrophe, il faut sortir l'artillerie lourde. Bombarder les économies de liquidités. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais nous allons avoir recours à un bazooka. Et on verra plus tard pour les armes légères. Fin mars, l'Allemagne a adopté un plan de sauvetage de 1100 milliards d'euros pour réduire l'impact de la crise. Soit près d'un tiers de la richesse produite chaque année. Du jamais vu. De leur côté, l'Italie, l'Espagne et la France ont prévu de débloquer respectivement 750, 200 et 110 milliards d'euros. Le 9 avril, l'Union européenne a décidé d'accompagner les efforts des États membres, en mettant sur la table 540 milliards d'euros. Bénéficiaires prioritaires, les entreprises. Report de charges, aides directes, facilitation du recours à l'emprunt. Les États espèrent contenir une vague de faillites, notamment dans les secteurs les plus touchés, tels que l'industrie automobile, le tourisme et le transport de passagers. Pour ces urgences, la nationalisation n'est même plus un gros mot. Le 16 mars, le gouvernement italien a annoncé la reprise en main de la compagnie aérienne Alitalia. Au Royaume-Uni, ce sont les entreprises ferroviaires que l'État a décidé de nationaliser pour 6 mois, assumant de prendre en charge toutes les pertes du secteur. Autre mission coûte que coûte, préserver l'Europe du chômage de masse. Au sein de la zone euro, le taux de chômage pourrait bondir à 12% d'ici juin, contre 7,3% avant l'épidémie. Comme cette jeune femme, 1,5 à 2 millions de Britanniques auraient déjà perdu leur emploi. Tous les projets de travail que j'avais prévus ont été annulés ou reportés. Et je ne sais pas d'où vont venir mes revenus. Mesure phare pour endiguer l'hémorragie, le chômage partiel. Partout sur le continent, les États proposent aux entreprises en difficulté de garantir en partie les salaires, à hauteur de 70% en Belgique, 75% au Danemark, 84% en France et jusqu'à 90% en Autriche et aux Pays-Bas. Face à la crise sociale qui se profile, d'autres États veulent aller plus loin. Début avril, l'Espagne a par exemple annoncé la mise en place d'une forme de revenu universel. Le revenu minimum vital, comme je l'ai dit, est un engagement du gouvernement. Nous sommes en train d'en dessiner les contours. Avant d'être généralisé, cette rente de base mensuelle d'un montant d'environ 500 € serait dans un premier temps réservée aux personnes seules, gagnant moins de 200 € par mois, ainsi qu'aux foyers dont le revenu moyen serait inférieur à 450 €. Évaluer l'efficacité de ces mesures prendra du temps. En attendant, puisons l'optimisme à la source, dans les paroles des pères fondateurs, comme celle de Jean Monnet. L'Europe se fera dans les crises, et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Hallo Moritz Schularik, vous êtes professeur d'économie à l'université de Bonn en Allemagne. Alors on vient de l'entendre, les milliards pleuvent sur l'économie européenne pour tenter d'éviter une véritable crise économique. Et là, d'un seul coup, on a l'impression qu'on a fait vraiment complètement tout sauter. Alors finalement, les Européens se disent, est-ce qu'on nous a menti? Est-ce que finalement, on fait marcher la planche à billets, ça ne pose plus de problème à personne? Je pense que ça fonctionne en Allemagne, car nous avons un frein à l'endettement. On pourrait même parler d'une obsession pour l'équilibre budgétaire. Nous pensons que dans les périodes fastes, quand l'économie va bien, il faut mettre un peu de côté, afin d'avoir la possibilité d'ouvrir les vannes quand une crise comme celle que nous vivons actuellement se produit. Mais dans de nombreux pays européens, l'économie n'a pas été aussi performante ces dernières années. Et bien sûr, maintenant, il est difficile d'expliquer aux gens pourquoi ce qui était impossible avant le devient.
On voit aussi que, et on l'entendait dans la controverse à l'instant, que c'est le grand retour des États-providence. Est-ce que c'est logique d'opérer de la sorte quand il s'agit en fait de sauver notre économie ? À mon avis, c'est dans ces moments de crise que l'État-providence devient plus fort. Si nous regardons l'histoire européenne, ce sont souvent les guerres mondiales qui ont conduit à la mise en place des grands systèmes de sécurité sociale dans de nombreux pays. Tout le monde doit se battre, les dégâts touchent tout le monde et ensuite, il faut un système qui traduit cette solidarité dans une forme politique. Est-ce que la crise du coronavirus va mener à cela? Il faut attendre. L'État donne des liquidités aux entreprises et aux employés, dans l'espoir qu'après 2 mois à accorder beaucoup de crédits, tout revienne à la normale. Cette stratégie est très judicieuse. Mais si nous découvrons dans 2 mois que la récession va durer plus longtemps, ça va devenir plus difficile. Et cette redistribution, à qui vous donnez de l'argent, à qui vous en prenez, sera discutée beaucoup plus en profondeur. Alors justement, la Grèce commençait à peine à sortir la tête de l'eau et c'est aujourd'hui dans ce pays que la récession va être la plus forte selon le Fonds monétaire international. Alexia Kefalas, vous êtes notre correspondante à Athènes. Oui, en effet, Nora, on parle d'une récession d'au moins 10%. C'est catastrophique comme en 2011, au plus fort de la tempête financière qui avait mis le pays en défaut de paiement et fait bondir le chômage au-delà de 20%. Aujourd'hui, le plus raisonnable des scénarios table sur 500 000 emplois détruits, principalement dans le tourisme, un secteur qui emploie 25% de la population active. Les premières annulations de réservations sont tombées en février, avant que ne commence le confinement début mars. Mi-avril, 9 700 des 10 000 hôtels du pays étaient fermés, tout comme les bars et les restaurants. C'était pourtant grâce à cette industrie touristique que la croissance grecque avait été relancée en 2019. Là, elle s'attend à perdre jusqu'à 70% de son activité. Mais c'est un tableau très sombre là, que vous êtes en train de nous faire, Alexia, alors que le pays semblait sur une pente vertueuse. Avant la crise, le gouvernement tablait sur 2,8% de croissance et le chômage était redescendu à 16%, son plus bas niveau depuis 2010. Mais il y a quand même des lueurs d'espoir. Le gouvernement a pris très tôt des mesures sanitaires pour éviter que le bilan de l'épidémie ne soit dramatique. 10 milliards d'euros ont été débloqués en urgence pour financer le chômage partiel. Et la Banque centrale européenne a promis 12 milliards d'euros de prêts. Le signe que les institutions internationales ont au moins confiance dans la capacité du pays à se redresser. Maurice Choularik, on vient de l'entendre, la situation est dramatique pour certains citoyens européens. Est-ce qu'on peut imaginer un plan Marshall pour redémarrer nos économies dans quelques semaines ? Oui, je pense qu'il faut 2 choses. Tout d'abord, de l'argent pour accompagner ce redémarrage des économies européennes. Mi-mars, j'avais déjà proposé avec d'autres collègues que nous mettions en place les Corona Bonds, un grand programme d'emprunt européen unique et limité. Ce serait un grand signe de solidarité pour montrer que les Européens essaient de sortir de cette crise ensemble. Et donc, une fois que nous disposerons des fonds, nous pensons qu'il faudra environ 1 000 milliards d'euros. Nous réfléchirons à la meilleure façon de le dépenser, à qui le fera et pourquoi faire. Alors, justement, il y a plusieurs pays qui demandent à mettre en place cette forme d'endettement commun et parmi eux, il y a l'Italie. Bonjour Letizia Goulot, vous êtes à Palerme. Bonjour Nora. Oui, c'est vrai. Notre gouvernement a décidé d'engager 750 milliards d'euros, presque la moitié du PIB, pour sauver l'économie en cette période. Giuseppe Conte, notre président du Conseil, a demandé l'émission de Corona Bonds, des obligations qui auraient permis de répartir la dette entre les différents pays de la zone euro. Mais cette demande n'a pas été acceptée. L'Allemagne a été particulièrement intransigeante et les Pays-Bas ont traité l'Italie avec un certain mépris. Si bien que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté des excuses aux Italiens pour avoir abandonné le pays.
Giuseppe Conte, lui, a demandé à l'Europe de se montrer plus courageuse, parce que c'est l'avenir et le sens même de l'Union qui est en jeu. Oui, et on a entendu effectivement que Giuseppe Conte a été particulièrement ferme. Tout à fait, et il n'a pas été le seul en Italie. Un groupe d'élus de toutes tendances a également signé une tribune publiée dans un grand quotidien de Francfort, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, dans laquelle il rappelle justement à l'Allemagne qu'après la Seconde Guerre mondiale, elle avait bénéficié d'une réduction de sa dette pour se reconstruire. Ils ont aussi clairement critiqué les Pays-Bas. Ils les ont accusés d'un manque d'éthique et de solidarité européenne, justement à cause de leur politique fiscale subventionnée qui prive en quelque sorte de ressources d'autres États membres depuis des années. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, on vient de l'entendre, Moritz Schularik. Pourquoi l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande refusent cet endettement commun ? D'une part, il y a l'inquiétude que si nous acceptions d'émettre des Corona-Bonds, donc d'avoir une dette commune, alors l'Allemagne et les Pays-Bas devraient être responsables des dettes de l'Italie et de la France. Et ça, c'est quelque chose que les Allemands ne veulent pas. Donc, il faut insister et préciser que ce mécanisme sera ponctuel, limité et unique. L'autre raison de cette inquiétude, c'est qu'en Allemagne aussi, on peut effectivement imaginer d'intégrer l'Europe politiquement et ensuite fiscalement. Mais on veut que cela se fasse d'une certaine manière. On pourrait parler d'un contrat de mariage. On signe d'abord le contrat et ensuite on met l'argent en commun. Et en Allemagne, on craint que l'on soit déjà en train de créer un compte commun, mais que le mariage n'arrive jamais vraiment. Alors oui, et on voit bien que dans un contrat de mariage, il y a aussi la question de la confiance. Et depuis 2008, depuis la précédente crise, on a quand même le sentiment que cette confiance est rompue entre les pays du Nord et les pays du Sud de l'Europe. Est-ce que vous diriez que ce manque de solidarité, cette défiance est aussi ce qu'on paye aujourd'hui et la raison pour laquelle ces Corona-Bonds, cet endettement commun n'est pas pour l'instant possible ? Il est certainement très regrettable que ces deux crises, dont nous pensions qu'elles n'arrivaient qu'une fois par siècle, se produisent dans la même décennie et que, pour ainsi dire, les pays les plus durement touchés soient à nouveau les mêmes. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une volonté de vivre cette solidarité. Il y a une forte conscience européenne. Mais nous devons aussi admettre que nous avons une union monétaire relativement jeune. Et nous savons qu'elle a quelques défauts de construction, à savoir qu'elle n'a pas de mécanisme intégré pour que nous puissions nous entraider. Au contraire, nous avons signé des traités qui stipulent que nous ne devons pas nous aider les uns les autres. Et maintenant, nous découvrons de plus en plus que ce n'est pas une bonne idée quand on a une monnaie commune. Quels sont les risques, Moritz Schularik, pour l'Union européenne ? Est-ce que c'est une question de vie ou de mort ? Oui, je le pense. C'est vraiment une question de survie de l'union monétaire. La reprise économique a été très différente en fonction des pays. L'Allemagne s'en est relativement bien sortie, l'Italie très mal. Et nous allons revoir exactement la même chose. Cela entraînera des distorsions considérables en Italie, tant sur le plan politique qu'économique. Et je vois des risques pour l'existence même de cette union monétaire. Merci beaucoup, Moritz Schularik, d'avoir accepté de nous éclairer sur ces questions. Je vous en prie.